Bonjour à tous, avant de regarder cette vidéo, nous avons un message très important à vous transmettre. Vous le savez, nous sommes une radio complètement indépendante car vous êtes notre seule source financière. Pour que Radio Courtoisie continue à vivre, nous avons besoin de vous. En nous soutenant, vous bénéficierez donc d'une déduction fiscale de 66%. Alors cette année, soutenez Radio Courtoisie sur notre site internet ou par chèque. Il n'y a pas de petits dons, chaque participation compte. Merci à tous. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maude Koffler. Alors ce matin, je tiens à vous le dire, je ne serai pas objective. Je serai seulement honnête. Ce matin, pour votre vue de haut, je ne serai pas neutre. Je serai ce qu'il faut être, fascinée, reconnaissante et minuscule face à celui que nous recevons aujourd'hui. Alors certains me répondront peut-être, Maude, franchement, vous exagérez. Il n'y a que vous pour chanter ses louanges. Cet homme est un paria, un complotiste, un identitaire, tout ce que la France a de pire. Ce à quoi je leur répondrai sans doute aussi finement que Gérard Larcher, mais en ajoutant toutefois ces jolis mots empruntés à Victor Hugo. La liberté d'aimer n'est pas moins sacrée que la liberté de penser. Chers auditeurs, que reste-t-il de cette liberté de penser ? Que reste-t-il de cette liberté de blâmer ? Que reste-t-il de cette liberté d'enquêter, de comprendre, de poser les questions sans avoir à passer devant le tribunal de la bien-pensance ? Et bien dans ce fatras de journalistes médiocres qui n'osent plus porter la plume dans la plaie, comme le disait Albert Londres, une voix s'élève, une voix grave, singulière, reconnaissable entre toutes, celle de notre invité ce matin. Bonjour André Berkoff. Bonjour Maude Koffler. Vous êtes journaliste depuis 60 ans. Vous avez commencé à Lorient le Jour, puis Jeune Afrique, avant de devenir grand reporter à l'Express. Vous êtes passé par Le Monde, Le Nouvel Observateur, Globe, Playboy et Lui. Vous animez des émissions sur la 5, France 3. Vous devenez ensuite éditeur chez Robert Laffont, Albin Michel, Plomb. Alors oui, j'ai parcouru votre fiche Wikipédia parce que vous avez un CV à rallonge. Et durant votre longue carrière qui se poursuit aujourd'hui sur Sud Radio, vous rencontrez les plus grands de ce monde. Vous êtes d'ailleurs le premier journaliste français à vous être entretenu avec Donald Trump en 2016. Vous interviewez Bachar el-Assad par exemple à 2 reprises. Mais le plus important dans tout ça, c'est qu'entre 1960 et aujourd'hui, vous restez libre. Alors ma première question, André Berkoff, est la suivante. Que n'avez-vous pas encore fait et surtout, comment survivez-vous à cette époque ? Ce que je n'ai pas encore fait, c'est que je ne saurai jamais ce que veut dire la retraite. Le jour où je n'aurai plus les moyens de bouger, d'enquêter, d'aller voir, que ce soit sur le terrain ou dans le ciel des idées, eh bien j'arrêterai. Mais pour le moment, j'avoue que la curiosité est là. Et ce qui est le plus important, vous savez, j'en parle beaucoup, c'est pas d'avoir réponse à tout. Quand quelqu'un dit j'ai réponse à tout, il faut s'en méfier. Ouais. Mais avoir question à tout, c'est le premier des devoirs. Et comment on survit ? Écoutez, on survit, il faut se battre. Je veux dire, quand on me dit, ah là là, l'époque est terrible, je dis oui, l'époque est dure, mais en 40-44, c'était comment ? Et sous la Révolution, c'était comment ? Et en Vendée, c'était comment ? Oui, bien sûr. L'histoire de France et du monde est jalonnée de périodes extrêmement dramatiques et sanglantes et de périodes euphoriques. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du journalisme ? Alors, 3 choses que j'adorais, pas par ordre d'importance, mais par importance égale: écrire, voyager et rencontrer des pays et des gens. C'est ça. Et je me dis, comme mes parents étaient des petits bourgeois qui n'avaient aucune fortune, rien, j'ai dit, quel métier peut me donner ça ? C'est le métier de journaliste. Voilà, c'est à 14-15 ans, je ne rêvais que de ça. Mes parents voulaient que je sois ingénieur, banquier ou avocat. Eh ben, j'ai persisté et j'ai signé. Et ce sont des passions qui vous animent encore aujourd'hui ? Ah, tout à fait, plus que jamais. C'est la passion de comprendre le monde, la passion de comprendre les hommes et les femmes, la passion de comprendre les mutations incroyables que nous vivons au monde. Vous savez, on est dans un basculement du monde, il faut le dire, qu'on n'a pas connu depuis 1945. Je veux dire, même que nos parents, évidemment, n'auraient jamais rêvé. Et c'est absolument fascinant, avec les bons et les mauvais côtés, avec le meilleur et le pire, ce qu'on vit aujourd'hui. Alors on va parler de ce basculement du monde tout à l'heure. D'abord je voudrais revenir sur ce qui s'est passé en juin 2018. La presse de gauche vous attribue la Légion d'honneur du complotisme, André Berkoff. Nos auditeurs s'en souviennent sûrement. Alors qu'un enfant est suspendu à un balcon parisien, un sans-papier surgit, escalade l'immeuble et sauve cet enfant. Ce sans-papier s'appelle Mamoudou Gassama. Et ce jour-là, vous avez simplement le réflexe de vous interroger sur la véracité des faits. C'est à peu près tout ce que devrait faire chaque journaliste normalement constitué. Mais non, vous êtes immédiatement perçu comme un complotiste. Ça vous a
marqué cet épisode? Qu'est-ce que ça dit du journalisme d'aujourd'hui? Ce que ça dit du journalisme aujourd'hui, moi, ça ne m'a pas forcément marqué, vraiment pas. Ouais. Ce que je me suis dit, c'est que la proportion des moutons de Panurge a augmenté de façon considérable et exponentielle. C'est-à-dire que là, vraiment, mais c'est bien que vous en parliez, parce que moi, la question que je me suis posée, c'est pas Mamadou Gassama qui a brillamment escaladé les étages, c'est la question que je me suis posée, comment un bébé de 3 ans et demi tombe, et ça tout le monde l'a dit, il est tombé du 5e étage au 4e étage de cette rue Max Dormois à Paris, sans une égratignure, sans rien. On est allé voir, parce que justement, on est allé voir l'immeuble, on est allé voir la rue, on est allé voir tout cela. C'est impensable, ni vous ni moi aurions basculé par le balcon sans se fracasser. Eh bien, non, pas du tout. On s'est retrouvés suspendus à la rambarde, alors qu'il n'y avait aucun point d'appui. Ce n'est pas vrai. Donc, moi, la question que j'ai posée, j'ai pas dit je sais. J'ai dit, mais écoutez, vous ne vous occupez pas de cela. Vous enquêtez. Alors, Mamadou Gassama a été reçu avec les honneurs, et c'est très bien, etc. Mais vous ne vous posez pas un instant, une seconde, ce qui s'est passé. Ah non, silence radio. Tous les journaux qui avaient beaucoup plus de moyens que moi, j'étais à Sud Radio déjà, et qu'à Sud Radio d'enquêter, rien du tout. La question ne sera pas posée. Alors, si la devise de journalisme, c'est circuler, il n'y a rien à voir, ce n'est plus du journalisme, c'est la Pravda. Ouais. Et aucune enquête n'a été menée, finalement. Aucune. À l'heure où on vous parle, aucune. Personne n'est revenu là-dessus. Ah, comment avez-vous attaqué à ce problème qui est devenu iconique? Vous comprenez, voilà. Mais il n'y a pas de problème, c'est pas une question d'immigration, là. C'est une question de regarder les faits. Est-ce que les faits ont eu lieu ou pas? Et encore une fois, juste un mot, je rappelle, à la radio, j'ai interviewé 3 scientifiques qui sont venus pas du tout masquer rien. Il dit, c'est impossible. C'est à moins d'un miracle. Et encore, même à Lourdes, on ne l'aurait pas reconnu. Donc, c'est impossible physiquement que ça soit passé comme ça. C'est tout. Là, on n'en parle pas, encore une fois. Et vous savez qu'après, il y a eu des narratifs. On voit très bien que ça se renouvelle et que malheureusement, un certain nombre de gens qui sont supposés poser les questions, eh ben, ne les posent pas et préfèrent attraper et dire mais non, complotiste. Ouais, ce mot vous a poursuivi avec la crise Covid. Là, le CSA, l'ARCOM, le gouvernement, tout le monde était à 2 doigts de vous mettre un bâillon et une camisole. Et pourtant, vous observez que les Français sont en attente de cette information et ils vous le rendent bien, je crois. Tout à fait. Tout à fait. Je dois dire que depuis 4 à 5 ans, depuis le Covid, depuis le début de la pandémie et du confinement, vous savez, j'ai eu quelque chose, bon, ça fait, comme vous avez dit, ça fait quelques décennies que j'exerce ce métier et que je suis dans la transmission et dans l'expression. Jamais je n'ai eu autant de gens, mais partout, qui m'ont abordé, qui m'ont dit, écoutez, on a besoin de vous, ne lâchez rien, vous nous avez maintenu la tête hors de l'eau, vous êtes là, mais de tous bords, de tous âges, etc. Pourquoi? Simplement, on a dit, attendez, on l'entendait du matin au soir la même doxa, que ce soit d'ailleurs pour le Covid, que ce soit pour Russie-Ukraine, que ce soit pour le réchauffement climatique, que ce soit pour telle ou telle chose. On disait non, mais attendez, il y a d'autres voix qui s'élèvent. Pardon. Et quand j'ai interviewé Perron et Raoult, qui ne sont quand même pas des amateurs, qui ne sont pas, les plus grands épidémiologistes pour Raoult, un vaccinologue extrêmement connu pour Perron, et puis beaucoup d'autres. Enfin, posez-vous la question. Voilà. Donc moi, si vous voulez, vous savez, le mot de complotiste, c'est simplement ceux qui désignent les comploteurs. Ça veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Alors, je citais tout à l'heure quelques journaux dans lesquels vous avez laissé votre signature. Vous avez eu un parcours plutôt atypique puisque d'abord, vous êtes de gauche. Vous étiez même proche de François Mitterrand, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, ce qui s'est passé, je vais vous dire, alors on me dit toujours, ah oui, là, vous avez changé, vous avez passé de la gauche à la droite. Pas du tout. Pas du tout. La gauche officielle a oublié le peuple, l'a perdu, d'ailleurs il l'a dissous, et la droite officielle a oublié la nation. Et donc, je ne me sens très sincèrement, de ce point de vue, ni de la gauche officielle, ni de la droite officielle. J'adore, il y a des gens à droite que j'aime beaucoup et que j'admire, un certain nombre d'écrivains, de personnalités, et il y a des gens de gauche, mais de la vraie gauche, c'est ce qui s'occupe justement du peuple, que j'admire aussi beaucoup. Malheureusement, depuis pas mal de temps, ils ne sont pas au pouvoir. Et je veux dire que Mitterrand, oui, enfin, j'ai connu Mitterrand, j'ai jamais été mitterrandolâtre, j'ai admiré l'artiste, je dois dire, je ne dirais pas l'illusionniste, mais l'artiste. Mais si vous voulez, il a eu avec la gauche, soyons clairs, des rapports de vétérinaires.
Et quel regard portez-vous sur la gauche d'aujourd'hui, justement? Ben, écoutez, on voit très bien le regard que porte beaucoup de monde. C'est-à-dire que sous prétexte, vous savez, ça a été le fameux rapport Terra Nova, c'est-à-dire puisque les ouvriers, les petits, les sans grade, la France rurale, qui n'a jamais été pour nous, mais enfin, la France quand même de la classe ouvrière. Hein. Pendant 50 ans, la classe ouvrière, ou même 100 ans, existait. Ah, il paraît qu'elle n'existe plus, non, simplement elle est passée ailleurs. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va s'occuper des minorités, du néo-féminisme, des woke, des ceci, de la cancel, etc. Mm. C'est ça la gauche. Mm. C'est ça la gauche. C'est-à-dire qu'on fait des segmentations de marché, on fait des parts de marché, où est-ce qu'on peut récupérer un électorat, et on fait voilà du racolage électoraliste. D'ailleurs, qui se pratique aussi bien à droite qu'à gauche, parce que la droite aussi du racolage électoraliste va très bien, merci. Alors, parmi les dérives de notre temps et de la gauche en particulier, il y a le néo-féminisme. Il y a Sandrine Rousseau, qui est l'ambassadrice de ce néant intellectuel. Et vous faites partie de cette catégorie de gens qu'elle déteste. D'abord parce que vous êtes de droite, parce que vous êtes un homme, parce que vous êtes un consommateur de viande, de vin. Enfin, franchement, André Berkoff, vous pourriez quand même faire un effort pour vous assimiler à ce monde woke, non? Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. J'aime le vin, j'aime la viande, j'aime la vie, j'aime l'art de discuter, de converser, j'aime la séduction. Je suis un mâle hétérosexuel blanc de plus de 50 ans, donc condamné au camp de rééducation pour le moins, et peut-être encore plus fort, peut-être aux îles Kerguelen ou ailleurs. Non, mais Sandrine Rousseau, c'est un phénomène de foire. C'est bien. Je vous dis, moi, vous savez, à l'émission, heureusement qu'elle existe. Je peux faire des perles pratiquement 2 fois par semaine, uniquement avec Sandrine Rousseau, mais elle a des concurrents tout à fait remarquables qu'on peut aussi exploiter. Mais enfin, on dit que c'est peut-être un détail, Sandrine Rousseau, mais elle est quand même le porte-parole d'une pensée, d'un courant de pensée qui remplace quand même beaucoup, je trouve, Bien sûr, la bien pensée sûr. occidentale, chrétienne. Vous savez, les grenouilles ont besoin d'un roi, même quand elles ne veulent pas se faire aussi grosses que le bœuf. Vous savez, ce qui s'est passé quand même, c'est que perte de repères, hein, on veut faire de tout le monde des consommateurs, perte de repères, perte de sens collectif, perte de tout cela. Il faut chercher des causes. Mais moi, ce qui me frappe chez ce que vous appelez les néo-féministes, c'est vraiment, alors, la géométrie variable, l'indignation à géométrie variable, les 2 poids 2 mesures. Vous avez vu quand même que c'est extrêmement je dirais mezzo voce, en tout cas sotto voce, quand il y a les femmes iraniennes qui se font tabasser, violer, emprisonner, parce qu'elles ont un peu remué le voile qui est sur leurs cheveux. Je ne parle pas d'un certain nombre de femmes en France et ailleurs. Vous parliez là pendant le journal, votre journal de 8 heures, des attentats, etc. Oui, on en parle, mais on a l'impression que quand un racisé massacre, il n'y a pas de problème, ce qu'on appelle racisé, il faut être là. Mais évidemment, quand c'est de l'autre côté, alors là, on dévoile tout. Et ce qui est embêtant, c'est à chaque fois. Rappelez-vous, Mohamed Merah, pendant 24 heures avant qu'on sache qui était Mohamed Merah, on a dit c'est l'extrême droite qui est allée attaquer l'école juive aux Torah. Ouais. C'était jouissance, on sortait le champagne, puis on a vu que c'était pas ça du tout. Et cette espèce de, comment vous dire, encore une fois, de 2 poids 2 mesures, je dirais même de 10 poids 10 mesures, qui est complètement indigne, justement, de gens qui, autrefois, la rigueur de leur irresponsabilité, pour le moins. Alors, vous dites les termes. André Berkoff, vous êtes aussi connu pour vos énormes coups de gueule sur Sud Radio, sur CNews, sur LCI. Beaucoup de choses vous indignent. Ça veut dire que vous ne vous habituez pas à tout. Qu'est-ce qui vous révolte le plus en ce moment? Il y a la crise des agriculteurs, il y a l'immigration, l'éducation. Il y a quand même un certain nombre de sujets qui pourraient vous faire avoir un certain nombre de coups de gueule aussi. Oui, mais je vais vous dire, ce qui unit tout cela, moi, il y a plusieurs choses qui me révoltent. D'abord, effectivement, enfin, tout ce que vous dites, mais ça, on le sait, que des gens gagnent en France aujourd'hui moins du SMIC et que des agriculteurs gagnent 800 euros ou 900 euros, 1000 euros par mois, alors qu'ils ont quoi? Ils n'ont pas de vacances et on sait comment ils sont. Et c'est 80% des agriculteurs, oui, c'est indigne. Qu'il y ait des SDF en France, alors que le président a dit en 2017, il n'y aura plus un seul Français qui dort dans la rue, oui, c'est indigne. On pourrait vraiment parler de ça pendant des heures. Mais ce qui m'indigne le plus, je vais vous dire, c'est l'hypocrisie, c'est la tartufferie. C'est des gens qui disent penser à gauche et qui vivent à droite. C'est-à-dire qui ont la salivation à gauche et le portefeuille à droite. Alors ça, c'est ce qui m'indigne le plus. Ces gens qui disent la laïcité, très bien, l'école publique, oui, mais qui mettent leurs enfants dans les écoles privées. Parce que, attention,
Pour les autres, c'est bien, mais pour moi, je vais quand même pas faire n'importe quoi comme les gueux, bien sûr. Alors, vous êtes également l'auteur d'une trentaine de livres, je crois, essentiellement politiques. En 2019, vous publiez Le Retour des peuples. Vous évoquez un tsunami populaire en France, mais pas que. Vous observez cette montée en puissance du populisme, des idées identitaires. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça ? Comment analysez-vous ce basculement mondial dont vous parliez tout à l'heure ? Et que reste-t-il de ce mouvement des Gilets jaunes ? Plusieurs choses. D'abord, effectivement, vous savez, on a cru, rappelez-vous, enfin, rapidement, c'était la fin de l'histoire avec Francis Fukuyama, l'essayiste américain, qui disait, voilà, l'URSS s'est effondré, ça y est, le capitalisme, la mondialisation heureuse, chère à la main, et puis, etc., tout va bien dans le meilleur des mondes du libre-échange, et tout le monde sera consommateur, tout le monde sera heureux, tout le monde va à l'auge. Sauf qu'on s'est aperçu, avec le 11 septembre 2001 et les World Trade Center et tout ce qui s'est passé depuis, parce que depuis, Dieu sait, sont passées des choses, mais 3 choses à retenir. D'abord, effectivement, le monde est devenu multipolaire. C'est acté, c'est comme ça. On peut le déplorer ou s'en réjouir, c'est un autre problème. La dédollarisation du monde a commencé. Ça ne veut pas dire que l'Amérique est fichue, loin de là. Mais l'Europe est dans une mauvaise passe parce que, justement, elle n'a pas joué son rôle de médiateur. Mais regardez ce qui se passe avec l'Inde, la Chine, la Russie. Il y a comment dirais-je, des régions, non pas des empires, mais des régions qui se forment, mais toujours sur le plan d'identité. La Chine tient son identité, le Japon, l'Amérique aussi. Et l'Europe est encore en train de se chercher, il faut le dire, parce que vraiment, l'âme européenne, elle n'est pas chez Ursula von der Leyen et la Commission européenne. Donc, on assiste à quoi ? On assiste simplement au retour des peuples, comme je l'ai écrit, effectivement. Et c'est quoi le retour des peuples ? C'est que les gens sont prêts à aller dans le monde entier. Il ne s'agit pas de nier, c'est pas une identité fermée, mais les gens ont envie d'habiter dans leur pays, dans leur civilisation, dans leur art de vivre, dans leurs croyances, s'ils sont croyants, dans leur laïcité ou autre, mais ils ont envie d'être ce qu'ils sont. Et je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Et puis d'autres ont envie de vivre autrement, une autre civilisation. Eh bien, c'est tout à fait leur droit, mais aucune civilisation ne doit empiéter sur l'autre et dire « vous allez vivre comme moi, c'est moi ». Vous savez, c'est toujours le camp du bien, mon frère. C'est toujours « moi, je suis le camp du bien, je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous, et vous allez m'écouter parce que la réalité, c'est moi. Le réel, je m'en fous, la réalité, c'est moi ». Voilà. Et ça, c'est une position totalitaire qu'il faut quand même combattre, c'est pas nouveau, et il faut combattre les nouvelles formes que nous vivons aujourd'hui de totalitarisme. Alors un petit mot sur l'actualité quand même, on en parlait ce matin, on en parle même tous les jours, c'est au-delà du marronnier, l'insécurité. André Berkoff, quand vous lisez, quand vous entendez la façon dont est traitée l'information, je pense par exemple à Crépol, à Thomas, vous qui n'avez pas peur des mots, comment réagissez-vous par exemple lorsqu'on nous dit que le racisme anti-blanc n'existe pas ? C'est du déni journalistique, c'est un manque de courage, c'est un calcul, c'est une consigne, c'est quoi ? Non, je crois que c'est bon, il y a peut-être des consignes, mais je crois pas. Je crois que c'est le masochisme du bon occidental qui se dit « Ah, mais moi, je suis d'abord progressiste, je suis progressiste ». Donc, si vous voulez, ils ont intériorisé le fait que si ça se passe avec des Français ou de souche, ou blancs ou autres, ça ne peut être effectivement qu'un risque, qu'un fait divers, etc. Et ça, c'est les gens qui ont intérioré, alors évidemment qu'ils entendent ça, ils vont hurler, ce sont de véritables masochistes au vrai sens du terme. Si vous voulez, alors je vais peut-être vous choquer, ils ont intégré c'est ma faute, Laurent Serré-Maher avec ma discipline, comme Molière dans Tartuffe, comme disait Tartuffe. C'est vraiment ça. Ce sont les tartuffes de la bien-pensance qui se disent « Oui, mais attendez, notre camp, nous sommes du côté des opprimés, nous sommes du côté des racisés. C'est très bien. Moi aussi, je suis du côté des opprimés. Mais est-ce que pour ça, je dois disparaître ?» Eh bien non. Vous savez, comment voulez-vous que les autres vous respectent si vous-même, vous n'êtes pas respectable, si vous ne vous respectez pas vous-même? Et c'est là, on assiste à une gigantesque opération de « Ah, moi, je suis progressiste, moi, je suis bien, et évidemment, j'ai mon frigo, donc tout ça, je suis contre le réchauffement climatique, et je dis aux autres, aux basanés, aux racisés, ah, mais écoutez, vous devez tout de suite supprimer votre gaz à effet de serre. » Parce qu'ils n'ont pas encore le frigo. Alors là, ça va très bien. C'est vraiment, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Et encore une fois, je reviens à ça parce que c'est fondamental. Tartuffe, masochisme, hypocrisie et bien-pensance. Évidemment, c'est tellement plus facile de bêler avec les moutons.
Très jolie litanie. Alors, on a parlé du traitement médiatique, on pourrait aussi parler du traitement politique. Je vous propose d'écouter ce coup de gueule, justement, poussé en 2020. Écoutez. Franchement, c'est chimiquement pur, c'est magnifique. Je ne pensais pas qu'Éric Dupond-Moretti, une personne intelligente quand même, qui a montré avec ses talents d'acquittateur quand il était avocat, qu'il était capable de faire acquitter n'importe quel criminel ou presque. Et ben là, il est ministre de la Justice, mais attention, il reste droit dans ses bottes d'avocat acquittatoriste. Et oui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je fais appel à l'intelligence des Français. Il n'y a pas de rémission. Dans ces cas-là, il faut se taire. Et la France n'est pas un coupe-gorge. Non, bien sûr, la France n'est pas un coupe-gorge. Bien sûr. Dites ça à l'adolescente violée, tuée à Nantes par un multirécidiviste. Il avait 45 ans, il a été libéré de prison en 2016 après avoir purgé une peine de 18 ans de réclusion criminelle pour 9 viols, 3 tentatives et une agression sexuelle commis entre 2001 et 2003. Il avait été libéré, était suivi 2 fois par mois par un médecin. Mais oui, mais ce n'est pas l'insécurité, c'est un sentiment d'insécurité. Un sentiment d'insécurité, c'était il y a 3 ans. Depuis, évidemment, ni Éric Dupond-Moretti ni Gérald Darmanin ne semblent avoir pris la mesure de ce qui dépasse très largement ce sentiment d'insécurité. André Berkoff, que leur faut-il de plus que des morts chaque semaine, chaque jour, pour enfin nommer les choses ? Je crois que la ligne politique, ils ont peur d'émeutes ça ou là dans les territoires dits perdus pour la République ou conquis par d'autres. Je crois que là, ils se comportent en purs politiciens. C'est tout. Vous savez, c'est vraiment, on l'a dit et on l'a dit avant. Je crois que c'est ça. Là, on se dit, écoutez, on va quand même pas faire l'incendie, on a peur, on attend. Mais encore une fois, quand le réel frappe à la porte, est-ce qu'on se comporte en fermant portes et fenêtres, en disant « oui, je ne veux surtout pas voir », et puis, en fait, à un moment donné, le réel enfonce la porte. Et moi, j'ai bien peur que le réel n'enfonce la porte dans les semaines ou les mois à venir, et que ça fasse beaucoup plus mal que ça ne le fait maintenant. Je ne le souhaite évidemment pas, mais ce n'est pas en se cachant, ce n'est pas en se dissimulant la réalité que les princes qui nous gouvernent vont faire avancer la chose. On a l'impression qu'ils sont là, qu'ils ne font que de la communication pour se maintenir au pouvoir coûte que coûte, et c'est malheureusement pas seulement en France, et c'est ça qui est terrible, c'est que nous avons je dirais pas des mauvais bergers qui nous mènent à l'abattoir, mais je dirais des gens qui vraiment se sont mis un masque, non pas seulement sur le nez et la bouche, mais sur la tête, et qui avancent comme ça, comme des somnambules. C'est préoccupant. Pour sortir de ce déclin politique, de ce déni, que faut-il à la France ? Alors, pas forcément au niveau politique, on peut parler des présidentielles évidemment, mais au-delà de ça, est-ce qu'il faut redonner au peuple français, par exemple, cet amour de son histoire, son enracinement Oui, bien sûr qu'il y a à l'école redonner en tout cas ce qu'on appelle le roman national, ça me paraît la moindre des choses. Mais surtout pour moi, aujourd'hui, mais vraiment, il faut du courage, de la volonté et un cap. Ce qui manque le plus, très franchement, à tout niveau, c'est le courage. Et malheureusement, le courage, d'ailleurs, depuis toujours, n'a jamais été la chose la mieux partagée. Mais qui fait l'histoire, Maud Koffler, qui fait l'histoire depuis toujours, c'est ces minorités qui prennent les risques de dire non et surtout d'agir avec tout ce que ça pose comme possibilité de se faire effectivement soit tuer, soit emprisonner, soit embastiller, etc. Mais je crois que c'est ça. On a vraiment besoin de lucidité et de courage. Ça me paraît vraiment les deux vertus. Après, les deux vertus cardinales, je dirais. Après, le reste. Alors, André, on vous a attribué des tas d'adjectifs. On vous a dit hors système, populiste, complotiste. Si vous deviez, vous, André, définir Berkoff, quelle serait cette définition ? Un être vivant. Ah, c'est pas mal. Pour conclure, André Berkoff, alors je sais tout le mal que vous pensez des écoles de journalisme, mais que diriez-vous aux apprentis journalistes qui, comme vous, veulent rester libres et servir la vérité du mieux qu'ils peuvent ? Écoutez, moi je suis optimiste, ça va vous paraître bizarre peut-être, ou en tout cas paradoxal après ce qu'on a dit. Je crois que l'avenir du journalisme est là et plus que jamais là. Simplement, il va être la définition va être étendue. Il y a déjà du journalisme citoyen, il y a des tas de gens qui peuvent... Quand je suis contre les écoles, je veux dire par là que pour moi, les talents de journalisme, ça s'apprend, ça peut s'apprendre dans les écoles, pourquoi pas, mais ça s'apprend surtout curiosité,
dont de formuler, dont de transmettre, et vraiment travaille sur le terrain et ailleurs. Et je dirais qu'aujourd'hui, alors qu'on dit oui, mais la presse écrite est en train de la radio, la télévision, eh bien, il y a les réseaux sociaux, et beaucoup de gens sur des réseaux sociaux, on le voit, arrivent à faire des podcasts, des chroniques intéressantes. Je ne parle pas des petites brèves, je parle de choses intéressantes. C'est peut-être pas facile économiquement, mais ça va devenir un modèle. Et je vais vous donner un exemple. Et évidemment, je vais prendre un exemple. Quand vous savez, quand Fox News, la grande chaîne américaine, a organisé les primaires républicaines, il y a ça 1 mois et demi, 2 mois, ils ont reçu les 7 candidats, sauf Donald Trump, qui n'avait pas voulu être avec les autres et qui est allé chez Tucker Carlson sur Twitter, sur X. Intéressant dans les chiffres. Et donc, même heure, même moment, même temps, même jour, il y a eu 25 millions de téléspectateurs à Fox News, qui est pourtant une des plus grandes chaînes américaines, et il y a eu 250 millions sur X Twitter pour regarder Trump et Tucker Carlson. Ça veut dire que quand même quelque chose, les médias alternatifs, ou les médias en tout cas qui ne sont pas dans la doxa aujourd'hui, vont être pour moi de plus en plus écoutés, et donc il y aura de plus en plus de journalisme pour devoir transmettre trier le bon grain de livret et formuler. Vous avez une devise ? La devise, oui, c'est une devise que j'ai sur ma ligne Twitter. Là, c'est un merveilleuse phrase de René Char, du grand poète René Char. La lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Très joli. Merci beaucoup André Berkoff. Ce qui manque le plus à tout niveau, c'est le courage, et du courage, vous en avez. Merci. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent vous retrouver chaque jour sur Sud Radio entre midi et 14h. Berkoff dans tous ses états. Et pour prolonger le plaisir, abonnez-vous à son compte X, anciennement Twitter. Vous ne serez pas déçus. André Berkoff, à très bientôt sur Radio Courtoisie, j'espère. Et merci de porter haut et fort ce que d'innombrables Français peinent à faire entendre. À très bientôt.